L'idée ce soir, c'est la dernière étape du parcours 3-2-1 je me lance, parcours pour les freelances qui se lancent et qui veulent développer leur activité. Et une fois qu'on a vu justement au mois de décembre tous les aspects administratifs, business, acquisition client, structurer son activité, etc. Le but maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour être à l'aise de son activité, pour prendre du plaisir, pour pas se fatiguer, pour durer et pour se sentir justement au top et progresser vers de meilleurs lendemains. Et pas seulement en faisant une croissance de fou, évidemment c'est cool, si on peut gagner un peu plus d'argent d'année en année, mais si on peut aussi se sentir de mieux en mieux, ça fait plaisir aussi. On va aborder 3 grands sujets, on en a pour 20-30 minutes, peut-être quelques questions à la fin. 3 grands sujets qui sont la légitimité, comment est-ce qu'on devient légitime, comment est-ce qu'on se sent légitime quand on est freelance. La deuxième grande question, c'est justement comment est-ce qu'on gagne confiance en soi au niveau professionnel. Parce que même si c'est lié à la vraie confiance en soi perso, forcément, c'est lié plus à ce qu'on va faire avec nos clients, à comment on va se sentir dans notre activité. Et le dernier point, c'est le bien-être en freelance. Donc comment on fait pour être à l'aise, avoir une bonne hygiène de vie, être en forme et travailler le mieux possible avec un lien vers le slow freelancing, donc un concept qui m'est cher, où l'idée c'est de travailler moins mais mieux, sans gagner moins. Donc l'idée c'est pas de passer au 15/5e, c'est de travailler moins en termes d'heures et plus en termes de travail effectif, de livrables, d'avancées, de clients. D'abord la légitimité, je pense que c'est important de rappeler que personne ne se sent jamais totalement légitime, totalement à l'aise, je suis super, ce que je fais c'est incroyable, mes clients sont géniaux, je suis parfait. Personne, que ça fasse 1 an, que ça fasse 10 ans qu'on soit freelance, personne ne se sent jamais au top, personne n'a jamais totalement confiance en lui ou en elle à 100%. C'est fluctuant et c'est souvent décorrélé de la réalité. C'est-à-dire que moi je connais pas mal de freelances, et je suis passé par là aussi, qui gèrent totalement bien leur activité, leurs clients sont contents, leurs affaires tournent bien, ils font un bon CA, mais ils se posent toujours des questions, ils se sentent pas toujours à l'aise de prendre des nouveaux contrats, ils sont pas toujours hyper chauds de défendre leur point de vue face aux clients, etc. Donc ça montre bien qu'on n'est pas toujours très rationnel quand on parle de nos propres compétences et de ce qu'on sait faire. Et pour se sentir légitime, il y a plusieurs aspects dont je vais vous parler. Le premier, c'est tout simplement de se dire, si j'ai des clients, que je gagne bien ma vie, je dis bien, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec mon activité, ou que je suis en train d'avancer, que ça commence à bien se passer, et que je me sens plutôt à l'aise, c'est que j'ai déjà toutes les raisons de me sentir légitime, factuellement. C'est-à-dire que je suis freelance, je suis indépendante, et du coup, en soi, j'aurai normalement toutes les raisons de me sentir bien. Mais c'est pas si simple. Sinon, évidemment, on n'aurait pas besoin de parler de ça. Si on est de bonne foi, qu'on est de bonne volonté, et qu'on se donne vraiment à fond sur chaque mission, normalement, ça va tout seul. C'est un truc qui se vérifie quand même, c'est que ceux qui arrivent à durer sont des gens qui font les choses bien. On n'a pas besoin d'être les meilleurs dans nos domaines, parce qu'il y a quand même du monde, qu'on soit dans la com, dans le market, dans le design, dans le dev, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on fait. Il ne faut pas forcément essayer d'être les meilleurs, parce que ça demande un taf phénoménal et on n'y arrive pas toujours. Par contre, il faut toujours viser juste d'être très bon, et c'est totalement accessible en quelques années. Et ça suffit largement pour très bien vivre de son activité, trouver des clients, parce que forcément il y a de plus en plus de freelance, mais il y a aussi de plus en plus de besoins. Et donc il suffit d'en arriver là pour se sentir légitime et pouvoir avancer. Il y a une différence aussi entre être légitime, c'est-à-dire aux yeux des clients, aux yeux de l'écosystème, aux yeux de nos pairs, et se sentir légitime. Comme je le disais, il y a un gap qui peut se creuser, et donc essayer toujours de se comparer justement à la réalité, de se dire est-ce que je suis perçu comme légitime, si oui, très bien, continuons comme ça, je continue à créer du contenu, je continue à me mettre en avant, je continue à me rendre visible à des événements, à rencontrer des gens, etc. Si je ne suis pas encore perçu comme légitime, parce que je ne suis pas très visible encore, c'est peut-être le moment justement d'intensifier un peu tout ça, de créer du contenu expert, de prospecter, de devenir speaker ici ou là, de lancer un média, etc. Et il y a plein de moyens comme ça de gagner en légitimité, soit en légitimité réelle, soit en légitimité perçue. Et tout ça, heureusement, c'est avec le temps aussi, et avec le travail cumulé, que ça vient. C'est-à-dire que tout ça, c'est des astuces, on va dire des conseils pour aller plus vite, mais dans tous les cas, au fil des mois, au fil des années, au fil des projets, ça va venir naturellement. Et plus rapidement que chez certains que chez d'autres, mais en général, ça se développe quand même assez naturellement. Et quand on te demande, ça fait combien de temps que tu es freelance, que ça fait 5 ans, que ça fait 10 ans, c'est quand même rare de se dire, ça fait 5 ans que je fais ça, mais je suis pas légitime. Voilà, je pense qu'à un moment, il y a quand même un équilibrage naturel qui se fait. Et le but, c'est d'essayer de raccourcir quand même ce temps-là. C'est pas parce que ça fait 6 mois ou 1 an que tu es freelance que tu peux pas te dire, oui, je suis totalement légitime, viens, on bosse ensemble, ça va être super.
et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La légitimité, c'est aussi en lien étroit avec la confiance en soi pro. La confiance en soi pro qui va tout simplement définir comment est-ce qu'on se sent intérieurement. Évidemment, ça va aussi faire varier ce qu'on reflète, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se sent intérieurement. Est-ce qu'on se sent prêt à prendre de nouveaux projets en main? Est-ce qu'on se sent d'attaque pour commencer comme ça avec des nouveaux clients, faire des projets qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire, et se dire ok, bah oui, j'ai peut-être pas fait exactement ça sur tel secteur avec tel type d'outils, mais let's go, j'ai confiance en moi, donc j'y vais. Et pareil que sur la légitimité, c'est quelque chose qui se développe naturellement avec le temps, mais on va essayer aussi d'aller plus vite que d'attendre, juste de bosser normalement et d'attendre que ça se passe. Il y a quelques éléments aussi qui sont importants. Le premier pour moi, c'est de rationaliser. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. C'est bien d'être dans le ressenti, dans l'écoute de soi, etc. Mais parfois, c'est bien aussi de revenir un peu au terrain, aux faits, aux chiffres, et de se dire, bah là, concrètement, j'ai gagné tant, mon client m'a envoyé ce message-là pour me dire que ce que j'ai fait, c'était super. Et c'est pas le premier, c'est le 10e cette année. Donc pourquoi est-ce que je continue à douter de moi, à pas avoir confiance? Et c'est tout ce qui va être justement lié à tout ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui ne disparaît jamais totalement, évidemment, sinon ce serait trop simple. L'idée, c'est de le masquer tant qu'il est là, et en même temps de travailler dessus pour le faire disparaître petit à petit. Mais je connais des gens qui sont freelance depuis 5-10 ans et qui ont encore parfois le syndrome de l'imposteur. Ça dépend pas forcément exactement du nombre d'années, il n'y a pas une corrélation comme ça. Il y a des gens qui se lancent, qui sont très confiants, qui se sentent vraiment légitimes à fond et qui ont confiance en eux, et d'autres où ça met plus de temps, ça va demander plus de travail sur eux, ça dépend aussi justement du perso, comment est-ce qu'on est dans la vie. Et à l'inverse, il y a des gens qui peuvent être très confiants au niveau pro et pas du tout confiants dans leur vie perso. Ou l'inverse, c'est pas forcément corrélé. Mais il y a des passerelles, on va dire, entre les deux. Donc, rationaliser, c'est la première étape. Et ensuite, il y a tout ce qui va être relativisé. Relativiser, on dit souvent qu'il faut pas trop regarder ce que font les autres, se comparer, etc. Moi, je pense qu'au contraire, il faut relativiser, donc se demander si ce qu'on fait dans le contexte de nos proches, du pays, etc., se dire si c'est cohérent, si on trouve un sens dans ce qu'on fait, si on s'en sort bien par rapport à la moyenne des Français, par rapport à nos potes, par rapport à nos familles, par rapport aux aspirations qu'on avait aussi à l'époque. C'est aussi des trucs qui sont bien à regarder. Et c'est aussi se comparer à nos pairs et à voir ce que font les gens qui font le même métier que nous et se comparer aux meilleurs, aux pires et aux gens comme nous. C'est-à-dire qu'on a trop souvent en fait, tendance à se comparer aux meilleurs. Et c'est vrai que si on se compare que aux stars de LinkedIn, d'Instagram, de Threads et des blogs, des podcasts, etc., on a l'impression un peu d'être une merde parce que forcément on se dit bah oui mais forcément lui il fait des trucs de fou et puis elle ce qu'elle fait c'est génial et moi j'arrive pas à faire tout ça. Et ces gens-là ils sont quelques dizaines. À côté de ça il y a des dizaines, des centaines de personnes, même des dizaines de milliers en fait de freelance en France qui s'en sortent juste très bien, mais eux on les voit un peu moins. Et à côté de ça, il y en a aussi d'autres dizaines de milliers qui vraiment galèrent. Soit parce qu'ils sont pas bons, soit parce qu'ils sont bons mais qu'eux, ils n'ont pas encore trouvé leur market fit, leur timing, etc. Donc c'est bien de regarder tout ce qui se fait si on veut se comparer. Et donc d'essayer de trouver notre place au milieu de tout ça. Et pas seulement de se comparer aux meilleurs ou de se comparer aux pires. Ça aide aussi à garder un peu les pieds sur terre. Le feel good aussi de la réassurance, comme ça que j'appelle... Ce que je conseille à certains clients freelance justement que j'accompagne de faire, c'est de garder une trace écrite, ça peut être un Google Doc, une note ou autre. C'est là qu'on va mettre justement tous les retours positifs, tous les mails positifs de clients, tous les petits messages de soutien de nos proches qui ont vu ce qu'on fait et qui nous disent que c'est top, toutes les recos clients, vraiment tout, même je sais pas, les rentrées d'argent, etc. Et se dire, quand je doute de moi, je regarde ce document-là, et je me rappelle pourquoi est-ce que en fait, je fais ce que je fais et pourquoi est-ce qu'en fait je suis sur la bonne voie. Et en fait, ça se passe bien. J'ai pas de raison de paniquer. Et on revient toujours à ce petit document. Et je connais des gens qui l'ont fait. Apparemment, ça marche plutôt bien. C'est un peu comme les carnets de gratitude, tous ces trucs un peu dev perso, qui sont plutôt utilisés dans la vie perso. Mais là, au niveau pro, c'est bien de compiler un peu tous les éléments comme ça positifs et d'y jeter un œil de temps en temps. Ça aide à garder justement l'esprit clair et de se rappeler justement qu'il y a des gens qui sont contents de ce qu'on fait et qu'on a notre place là-dedans. Donc je le disais, le temps et l'expérience, ça aide à travailler là-dessus et forcément, il y a plein d'astuces pour y arriver. Évidemment, c'est lié aussi au bien-être parce qu'on a beau être légitime ou moins légitime,
de se sentir moins légitime, on a beau se sentir plutôt confiant, etc. L'autre aspect, évidemment, c'est le bien-être. On gagne de l'argent en freelance, c'est cool, nos clients sont contents, on est en pleine croissance, la prospérité, super. Mais si on est en burn-out, c'est pas ouf. Je connais plein de gens qui gagnent bien leur vie en freelance, sont très contents de ce qu'ils font, mais qui sont épuisés et qui ont plus le temps de voir leurs potes ou leur compagne, leurs compagnons, qui font plus de sport et puis qui sont un peu sous l'eau. Mais à côté de ça, leur activité va super. Sauf qu'ils sont les premiers à dire que ouais, c'est un peu compliqué là. Et à chaque fois que tu leur demandes ah ça va, on va boire un coup, ils te disent ah c'est compliqué là, je suis sous l'eau. Et 6 mois après, c'est toujours pareil. Et 1 an après, c'est toujours pareil. Parce qu'ils se disaient au début non mais là c'est le début, il faut charbonner. Et puis après non mais là ça marche bien, donc là il faut charbonner. Et puis après ils se disent ah bah là ça fait 3 ans, donc il faut pas lâcher quoi. Là il faut charbonner. Donc en fait c'est des gens qui s'arrêtent jamais de charbonner et qui travaillent plus que des salariés, plus que la moyenne, pour au final pourquoi pas bien s'en sortir, même si c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on s'en sort mieux que quelqu'un qui travaille moins, on y viendra juste après. Mais justement se dire, est-ce que mon bien-être ne serait pas une priorité? Alors au début, il y a des petits débats là-dessus, est-ce que c'est une bonne idée de prioriser son bien-être au départ? Moi je pense que oui, puisque notre bien-être contribue à notre performance aussi, bon faut pas le voir que comme ça. Je vais pas commencer à dire comme les mecs sur YouTube, parce que tu dors bien, donc tu vas être plus productif, donc dors mieux. Non, dors bien, c'est déjà la base pour être en bonne santé. Et tu vas aussi être plus productif. C'est quand même plus sympa de le voir comme ça. Tout ce qui va être bien-être, hygiène de vie, etc., c'est cool pour mieux travailler. Mais c'est aussi pour être en meilleure santé à tous les autres niveaux. Et évidemment, tout ça, c'est lié. Il ne faut pas le voir que par le prisme du travail. Ça passe aussi, ce bien-être, par aimer ce qu'on fait. Alors, de base, si on choisit un métier en freelance, c'est parce qu'on aime à peu près ça. Sinon, on fait autre chose quand même. On n'est pas obligé d'être passionné par ce qu'on fait. Alors, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien ce que je fais. Le métier par lequel j'ai commencé, en tout cas, tout ce qui est comme écrite, donc copywriting, rédaction web, LinkedIn. Mais je ne suis pas passionné par ça. Si demain, il y avait un revenu universel ou que je devenais millionnaire, je ne ferais plus ça, clairement. Mais c'est cool. Je prends du plaisir quand je travaille, ça se passe bien, les clients sont contents, ça me fait plaisir de les aider. Je connais des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui vraiment ne jurent que par ça, écoutent des podcasts tous les jours, regardent des vidéos, documentent tout ce qu'ils font, etc. parce qu'ils adorent vraiment leur métier. Après, il y a des périodes, on n'est pas forcément passionné tout le temps par la même chose, mais au moins un peu aimer ce qu'on fait, ça aide quand même à rendre le taf plus agréable. Donc si on aime juste un peu ce qu'on fait, on peut essayer de trouver ce qui nous plaît le plus dedans et essayer d'intensifier ça. Par exemple, ne serait-ce que le copywriting, par exemple, c'est l'écriture de contenu à vocation de conversion sur Internet, mais il y a plein de manières d'en faire. Il y a des emails, il y a des pages de sites, il y a des landing pages, il y a tout ce qui va être script vidéo, il y a un milliard de types de contenus différents. Il y a du conseil en copywriting, il y a du coaching en copywriting, il y a de la formation. Donc en fait, si on veut faire du copywriting, il y a plein de manières différentes d'en faire. Il n'y a pas une seule voie, peu importe le métier en fait. Certains, évidemment, il y a plus de liberté que d'autres. En général, quand on est dev, on va faire du dev, mais on peut aussi faire du conseil, de la formation aux entreprises, etc. Donc toujours essayer de trouver son domaine et après de trouver dans ce domaine-là qu'est-ce qui nous plaît le plus, là où ça fit le mieux avec les clients, là où on se sent le plus productif, la plus productive, et se dire j'intensifie là où ça marchait bien, et au final là où ça se passait juste ok, je vais peut-être laisser ça de côté. Si on me demande, pourquoi pas, mais sinon je vais plus focus là-dessus. Parce que quand on est freelance, on a aussi cette liberté rare de pouvoir faire évoluer notre offre en permanence. On peut changer de métier du jour au lendemain. Et personne ne va nous dire de changer de métier. Quand un client vient nous voir avec un besoin, on est libre ou pas de l'accepter et de se dire ok, je pars là-dessus. Ou alors on est aussi libre d'aller voir un client et lui dire j'ai envie de développer cette offre-là. Pourquoi pas tenter? Je ne suis pas forcément expert là-dessus, mais j'ai fait ça, donc à voir comment ça peut se faire. Donc toujours évoluer et essayer de conscientiser aussi ça. Essayer de conscientiser ce truc de mon activité compte, ma croissance compte, mais mon bien-être aussi. Et parfois, on peut faire des petits sacrifices, se dire, là, il va falloir bosser un peu plus puisqu'il faut rentrer des sous ou parce que j'ai plein de clients en même temps. Donc, trop bien. Donc, ça peut durer quelques semaines. Je dors un peu moins, je vois moins mes potes, je prends un peu moins soin de moi. Mais ça ne peut pas durer 6 mois, 1 an. Parce que sinon, on se met un peu en mode survie et on a du mal à en sortir. Jusqu'à ce que c'est notre corps, en fait, ou notre esprit qui nous impose de sortir de là et vite fait et par la force, malheureusement. Parce que le burn-out du freelance est très, très fréquent, alors que de base, si on est freelance, c'est pour éviter le burn-out du salariat. Donc c'est bien d'éviter ça quand même. J'aime bien la notion de liberté en freelance aussi. Le bien-être passe par là aussi, en tout cas le mien. On a tous
on va dire, des raisons d'être freelance qui sont différentes. Certains, ça va être la liberté, l'autonomie, l'organisation, l'argent, la passion ou autre. La liberté, je pense que c'est quand même quelque chose de commun à tous les freelances. Et souvent, je vois des freelances qui n'exploitent pas assez cette liberté et qui oublient en fait que la seule contrainte qu'on a, c'est à peu près de servir le client. Et encore, on peut lui imposer certaines conditions. Le client, ce qu'il veut, c'est que ce soit efficace, que ce soit vite fait, en tout cas que ce soit dans ses délais, et qu'il y ait la plus haute qualité possible, selon son budget. Après, au niveau de l'organisation, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on s'organise, ça c'est à voir, c'est à gérer. On peut accepter les conditions du client, mais en vrai tout se négocie. En vrai, s'il y a de la bonne volonté des deux côtés, on peut travailler de la manière qui nous convient le mieux. Et du coup de se dire justement comment est-ce que je fais pour optimiser ma liberté au quotidien, à long terme, et surtout, et c'est ça le dernier point que je trouve peut-être le plus important, c'est de se dire parce que je suis freelance, donc je veux prioriser ma vie perso. Et dans ma vie perso, une fois que j'ai calé mes activités, mon sport, mes potes, mes passions, ma famille, etc., je cale du temps de travail. Alors ça paraît toujours un peu utopique dit comme ça. Le but, c'est pas de se dire je fais que des trucs que je kiffe 8 heures par jour et derrière je vois si j'ai le temps de travailler. Mais c'est d'essayer de s'organiser un peu. Forcément, ça demande du temps parce qu'au début, on ne sait pas combien de temps on va passer sur telle ou telle tâche. Mais quand on sait à peu près qu'on a un tarif horaire de temps, on a des clients, on se parle à peu près une fois par semaine, on fait ça ensemble, et ça se passe comme ça, etc. On a toutes les datas pour se dire, je peux travailler 20, 25, 30 heures par semaine. Je répartis mon temps comme ça. Et donc, ça me permet de faire ma rando le mercredi après-midi, d'aller voir mes potes le jeudi soir, de partir en week-end le vendredi, etc. Et pas faire l'inverse, qui peut être un piège évident, tentant, mais pas forcément si vital que ça. De se dire, je cale ma semaine de travail, 8h, 18h tous les jours, et je vois ce que j'ai le temps de faire derrière. En fait, le travail en freelance, il est infini. Donc si vous ne calez pas vous-même vos propres contraintes de temps, personne va venir vous dire, faut arrêter maintenant, faut quitter le bureau, quoi. Faut être son propre manager, et faut être un bon manager. Et souvent, on a tendance à être plus dur envers nous-mêmes que un manager le serait avec nous. Et ça prend du temps de dompter ce petit manager en nous et de se dire, justement, je vais essayer d'être gentil avec moi-même, je vais essayer d'être cool et de me dire, est-ce que je m'en sors bien? Oui. Est-ce que mes clients sont contents? Est-ce qu'il y en a qui viennent? Toujours ce truc de rationalisation, de se reporter à la réalité, et de ne pas paniquer pour rien, et de ne pas se dire, on est mardi matin, il est 10h, je suis en train de faire du sport au parc, pourquoi est-ce qu'il n'y a que des vieux et des enfants? C'est bizarre. Est-ce que je suis à ma place ici? Oui, si mes clients sont tous bien cadrés, que mes projets sont à temps et que je suis pas en retard, oui, j'ai totalement ma place au parc à 10h du matin le mardi. Ça va aussi sur les aspects de culpabilisation qu'on a quand on travaille différemment de la moyenne. Déjà quand on est freelance, on travaille différemment de la moyenne. Ça c'est le premier truc qu'on a parfois du mal à accepter. Et justement quand on travaille moins que la moyenne, il y a tout cet aspect justement de se dire je vais me faire juger par les autres, par mes potes, par mes proches qui sont pas freelance, ou par mes potes freelance qui travaillent beaucoup. Je vais susciter l'incompréhension. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre comment je fais pour gagner ma vie en travaillant moins que 35 heures, 40 heures semaine. Et on va surtout se juger nous-mêmes. Parce qu'on se dit, mais c'est pas normal. Moi, toute ma vie, on m'a appris qu'il faut travailler 35 heures par semaine. Je peux pas travailler moins de 35 heures par semaine. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de freelances qui travaillent beaucoup moins de 35 heures par semaine et qui s'en sortent. Au début, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais si on travaille moins, on travaille mieux. C'est-à-dire que passer 8 heures par jour sur des tâches productives, des tâches créatives, c'est pas l'idéal. Personne ne peut travailler 8 heures par jour sur des tâches purement créatives. Même quand on dit qu'on bosse 8 heures, souvent on bosse pas 8 heures, on bosse 4 heures, 5 heures, le reste du temps c'est des petits moments, on a la tête en l'air, on discute avec les collègues. C'est pas exactement du temps de travail vraiment productif. Et donc de se dire un peu pourquoi est-ce que je m'obstine à rester devant mon bureau alors que là je suis pas dedans, quoi. Est-ce que j'irai pas faire une petite sieste? Ça ira mieux après. Pourquoi est-ce que j'irai pas faire du sport ou autre? C'est comme ça justement qu'on peut s'approprier notre temps et justement récupérer un peu ce truc de je vais travailler avec des blocs de temps. C'est un peu un mélange de Pomodoro, du deep work, etc. Je trouve que c'est un bon moyen de se dire là je travaille, c'est un bloc de temps de travail et après je travaille pas. Et vraiment je ne travaille pas, je ne réponds pas au téléphone, limite ça dépend des rapports qu'on a avec nos clients et notre image. Mais l'idée c'est de se dire là je travaille pas. Donc de midi à 15h, là je vais pas travailler. Par contre après je retravaille pendant 2 heures sur cette tâche et juste cette tâche, vraiment 100% focus.
Et ça permet de faire des journées de 3-4 heures en 2 blocs, ou 1 bloc, ou 3 blocs, et de se dire, bah là, ok, j'étais productif, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai peut-être pas bossé beaucoup, mais j'ai quand même fait ce que je voulais faire. Je suis content, mon client sera content, il n'y a pas de problème. Mais ça met du temps à être accepté parce qu'on a toujours ce truc de ouais, mais on m'a quand même dit qu'il fallait bosser beaucoup. Et puis il paraît que les indépendants et les entrepreneurs, ils travaillent quand même plus que la moyenne. Et tout ça, c'est des croyances en fait, c'est des mythes. Forcément, si on se brade, il va falloir travailler beaucoup. Il va falloir charbonner. Si on est à 20 euros de l'heure, il va falloir en faire des heures. Quand j'ai commencé, j'étais étudiant, il y a 7 ans de ça. Et forcément, je ne connaissais pas les tarifs. Donc le jour où j'étais à 20 euros de l'heure, j'étais content parce que je me disais, ah putain, c'est le double du SMIC, c'est trop bien. Mais 20 euros de l'heure en freelance, c'est rien. J'étais étudiant, donc j'avais la bourse, etc. Donc j'avais pas besoin de cet argent. Mais quand je me suis mis à temps plein quelques temps plus tard, je me suis dit, bah 20 euros de l'heure, c'est chaud, on passe à 50, c'est mieux quand même. Après, l'avantage, c'est que plus on travaille longtemps, dans le temps, je veux dire, dans les années, plus on travaille vite. Donc on peut augmenter son TJM en même temps, travailler plus vite sur certaines tâches, et donc gagner du temps, et mieux se connaître, et mieux connaître nos clients, etc. Et c'est tout ce cercle vertueux de légitimité, de confiance en soi pro, et de bien-être qui se nourrissent en fait les uns les autres, et qui méritent d'être travaillés. Juste bosser sur sa strat marketing, son contenu, se former à ses compétences, faire du réseau, etc. C'est cool. Mais si on ne prend pas soin aussi de tout le reste, ben, au final, tout est en péril parce qu'on est notre propre activité. En fait, si on est malade, si on est fatigué, si on est rincé, ça avance plus et on bosse plus et c'est chiant. Et surtout, ça c'est l'aspect pro. Mais justement, si on ne prend pas soin de notre santé, on ne peut pas durer. Le but quand on est en freelance, c'est de se dire bah, je vais rester freelance 1 an, 5 ans, 10 ans, toute une vie. Souvent, il y a des freelances qui lancent d'autres projets à côté, qui deviennent entrepreneurs, solopreneurs, qui rejoignent des collectifs, etc. Et l'idée, c'est de se dire, bah, justement, je veux garder cette santé, cette motivation le plus longtemps possible. Comme ça, bah, on verra ce que ça donne. Et pas se dire, bah, je vais bosser pendant 3 ans à fond et tout donner, parce qu'au final, on a toujours une bonne raison de bosser à fond. Et quand on arrive à un certain âge et qu'on se dit, putain, j'ai que fait de travailler toute ma vie, j'ai à peu près bien gagné ma vie, mais là par contre j'ai plus l'énergie d'aller bosser à l'autre bout du monde ou d'aller voyager, d'aller faire des nouveaux projets, etc. Bon, on s'en mord un peu les doigts. Tout ça pour vous dire que l'idée c'est de changer le paradigme un peu de notre manière de travailler et c'est ce que j'essaie de faire avec le slow freelancing justement et en vrai ça plaît beaucoup, mais je comprends aussi les réticences qu'il peut y avoir quand on prend ça en pleine face et que toute notre vie justement on a été conditionné à se dire bah oui mais le mardi matin on travaille, le mardi matin on va pas au parc et ça met du temps à changer quand on a compris et c'est souvent en testant et en se disant ok bah ça a l'air sympa ce qu'il raconte mais je vois pas trop comment l'appliquer et quand on commence à s'y mettre vraiment bah ça commence à porter ses fruits et ça fait plaisir. Donc voilà, ça pour vous dire que le temps aide sur tous ces sujets-là, mais qu'un petit travail sur soi, ça aide encore plus et ça nous fait gagner pas mal de temps. Merci.